Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie de la série de backup des clouds publics. Cette fois-ci, on va discuter de Vim Backup pour Google Cloud. Dans les précédentes vidéos, on a eu la partie backup d'AWS, puis la partie backup d'Azure. Là, la dernière partie, c'est le backup de Google Cloud. Et donc, dans cette partie de vidéo, on va d'abord discuter du pourquoi sauvegarder, quelles sont les forces de Google Cloud, du backup avec Vim de Google Cloud, et ensuite comment est-ce que ça fonctionne avec une démo de l'interface et les nouveautés sur cette dernière version. Donc pourquoi sauvegarder? Rentrons tout de suite dans le dur du sujet. C'est très simple, hein, que ce soit on-premise, le IaaS, le PaaS ou le SaaS, il y a toujours une part de responsabilité au client. Donc c'est la même chose dans tous les schémas, à chaque fois ça a une forme différente, mais c'est toujours le même principe, c'est que OS, Network, Access, Operation Identity, voilà, tout ce qui est Access Policy, les contenus de ces machines, de ces services, c'est toujours la responsabilité du client et c'est à lui de mettre en place une solution de sauvegarde. Donc vous, en tant que fournisseur de services, il faut sauvegarder les données de votre client. Qu'est-ce qu'on a à disposition pour faire ça? On a Vim Backup pour Google Cloud et on a aussi Vim Backup et Réplication qui est notre outil traditionnel, on va dire la plateforme centrale, puisque l'appliance Vim Backup pour Google Cloud, c'est vraiment une appliance qui se déploie directement dans le cloud de Google. Quel est l'intérêt d'utiliser cet outil? Déjà, c'est mettez-le en place avec des policies, donc de façon industrialisée et automatisée, pour qu'ensuite, basé sur des tags, on puisse tout simplement sauvegarder les différentes machines. Ensuite, c'est simplisation, c'est simple pour la restauration, c'est beaucoup plus flexible en termes de restauration de fichiers, de folders par exemple, que des outils traditionnels. Et enfin, en termes de rétention, on va être capable d'externaliser ça sur du stockage objet de Google, et c'est beaucoup plus intéressant que de rester sur du simple disque snapshot. Je vais lister rapidement toutes les features qui nous intéressent pour ce produit-là, et ensuite on verra une démonstration directement du produit. Donc c'est natif, d'accord, donc c'est directement dans Google, ça appelle les snapshots de Google et ça permet d'avoir un RPO très très faible, tout ça sans agent. Très important, toujours sans agent, cloud natif. C'est très facile à déployer, on peut le faire depuis le VBR ou directement depuis la marketplace. En quelques minutes, l'infrastructure est up and running et on verra les différents setups qu'il faut mettre en place. C'est entièrement automatisé, d'accord, on verra qu'il faut absolument se baser sur des policies qui soient automatisées, sur des labels, sur des tags, pour vraiment les mettre en place et ensuite les oublier. On est capable de sauvegarder MySQL. Ça permet de sauvegarder la partie base de données, qui est une des principales bases de données utilisées aujourd'hui sur GCP. Flexibilité de restauration, on l'a vu, file level, très important. En termes de cost calculation, c'est aussi intéressant de pouvoir connaître à l'avance le coût de ces sauvegardes, puisque lorsqu'on va réaliser une policy, il y aura du cost calculation dedans, ça vous donnera les informations comme le coût des snapshots, le coût de l'archivage, le coût du stockage, le coût des API, etc. Et notamment, donc le coût de l'archivage, c'est pour aller en fonction de la rétention, sur des classes de storage qui seront adaptées à la politique de rétention. En termes de sécurité, c'est cross-projet et cross-région, donc c'est bien de pouvoir isoler son infrastructure de backup, son appliance de backup de la production. Si jamais il y a un problème de production, problème d'aide au droit, problème de privilège, eh ben on est sur un projet qui est complètement différent sur GCP avec l'appliance qui est déployée dans ce projet spécifique. C'est assez pratique d'utilisation, vous verrez, il y a toute la partie vérification des droits parce que c'est jamais évident et donc en fonction des droits qu'on va mettre en place, on pourra les vérifier avant de lancer les opérations. Donc ça c'est pratique en run. C'est entièrement REST API, donc si jamais vous avez besoin d'industrialiser, de remonter de créer des jobs, de créer des rapports sur l'état des jobs dans des outils tiers, voilà, c'est entièrement REST API, donc c'est facile à utiliser et à industrialiser pour tout ce qui est service provider. Et pour finir, bon, c'est le même topo que sur les autres clouds, hein, c'est la portabilité. Donc c'est la capacité de récupérer des instances Google Cloud et de les restaurer on-premise ou sur d'autres clouds. Donc c'est vraiment cette partie vendor locking mobilité qui est relativement important pour éviter de tout mettre tous les œufs dans le même panier sur Google. Donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, un petit diagramme qu'on va retrouver sur le Best Practice Guide et que je vous enverrai certainement en lien dans la description de cette vidéo et également sur le blog post sur mon site. Donc on a les différentes ressources qu'on est capable de sauvegarder, Compute Engine, Cloud MySQL. On va être capable avec des workers, donc c'est des machines qui vont des proxys sur VMware, qui vont sauvegarder ces différents éléments pour ensuite les stocker sur
soit des buckets, soit sur la gestion des snapshots. Et donc on a vraiment notre appliance Vim Backup pour GCP qui tourne dans un projet de l'account de GCP et qui va être capable de piloter tout ça. L'intérêt c'est aussi de le piloter depuis l'interface centralisée, Vim Backup et application. Vous êtes généralement encore dans des scénarios hybrides avec de l'on-premise, du cloud public, et on peut tout centraliser donc dans ce VBR pour avoir une visualisation complète des jobs de sauvegarde, quel que soit l'environnement. Côté droit, c'est les capacités de restauration, voilà, file level, restaurer uniquement les databases, restaurer une instance complète, restaurer le computer in place ou out of place. Voilà, c'est relativement simple. Et ça, c'est une force de Vim, c'est quel que soit le cloud public que vous utilisez, quelles que soient vos compétences, l'interface de l'appliance est la même pour toutes. Donc, sans aucune compétence, je n'ai pas de compétence particulière sur GCP, mais je suis capable, via l'interface de Vim Backup pour GCP, de sauvegarder, de monitorer et de restaurer les données. Donc ça c'est simple et c'est pratique en tant que provider de pouvoir tout simplement regarder l'intégralité des hyperscalers et de proposer des services dessus sans avoir à former toutes les équipes en permanence. Donc voilà, ça c'est le premier point. Dans un autre schéma, c'est à peu près la même chose. On va retrouver notre projet production avec nos machines virtuelles et peut-être notre MySQL. Le projet de backup, où il va y avoir les workers qui vont être démarrés, l'appliance qui va être démarré, le bucket également, donc on va pouvoir isoler les deux. Et on va pouvoir, on-premise, avoir notre serveur Vim Backup et application, si on le souhaite, pour pouvoir tout simplement sauvegarder, piloter tout ça et faire un backup copy on-premise, si on veut sécuriser la réversibilité, faire de la restauration on-premise ou même faire du direct restore sur de l'EC2 ou de l'Azure VM pour faire vraiment cette portabilité entre les différents clouds. J'attire votre attention en tant que VCSP, les licences, on licencie au niveau du Vim Backup et application, c'est là où on pose notre fichier de licence, et c'est lui qui va faire serveur de licence pour le Vim Backup pour Google Cloud. Donc vous êtes obligé en tant que provider pour l'instant de lier un Vim Backup et application directement vers votre Google Cloud. C'est en train d'évoluer avec Azure AWS et certainement GCP prochainement. Si vous êtes familier, on a la Vim Service Provider Console, qui est notre console de management centralisée pour les providers, qui va être capable d'interroger directement ces appliances. Et donc plus besoin d'avoir un VBR entre les deux. Mais ça, il faudra attendre que la version 7 de la VSPC sorte, qui est prévue pour début 2023. Et on en saura un peu plus. Mais voilà, il faut garder en tête que le serveur de licence, c'est à minima, et c'est certain, le serveur Vim Backup et Application de Premise, peut être dans le cloud, mais ça fait un surcoût, ou la Vim Service Provider Console dans le cadre d'un service managé, une fois que ce sera disponible. Comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble tout de suite, je vais lancer l'infrastructure de démo. Normalement, je suis toujours connecté, c'est parfait. Et une fois qu'on lance l'appliance, on va se connecter directement en HTTPS dessus. Et la première page que vous allez afficher, ça va être la page de configuration. Vous allez arriver dans le Getting Start avec la configuration initiale de l'appliance. On va rajouter le projet sur lequel on essaye de faire nos sauvegardes, d'accord, les workers, et enfin les repositories. Donc les workers, c'est les intermédiaires qui collectent les données du projet pour les stocker sur le repository. Donc ajouter un projet, c'est relativement simple, hein. Ça veut dire ajouter les comptes et les bons droits qui vont bien. Et on parlait tout à l'heure du check permission, c'est relativement pratique de pouvoir vérifier les permissions de notre souscription pour voir si on a bien les accès. Ensuite, les repositories, là on va retrouver différents types de repositories. D'accord, donc on va configurer des storage buckets, on va retrouver des régions, des classes, standard, archive. Donc c'est relativement simple avec l'encryption. Et en fonction des politiques de rétention qu'on va avoir, on va pouvoir définir quel repository. On verra au niveau de la policy. Et pour finir, c'est les workers. Les workers, c'est vraiment la capacité d'aller collecter les données. Donc il faut définir une région, une zone, des VPC, des subnets pour vraiment qu'elles aient leur propre place, leurs propres ressources dans l'infrastructure, dans le projet, pour aller ensuite sauvegarder correctement les données. On peut configurer des profils pour ces workers, pour justement que quand il y a des petites infrastructures, on démarque des E2, ensuite des E2 high CPU, des E2 standard CPU en fonction des performances requises par workload qu'on doit sauvegarder. Donc voilà, ça c'est et vous êtes capable de définir si vous voulez en fonction des régions. Il y a peut-être des machines qui sont plus intéressantes tarifairement pour vraiment configurer ça correctement. Une fois qu'on a fini la configuration, on a ce magnifique dashboard avec les derniers backups sur les dernières 24 heures, qu'est-ce qu'on sauvegarde, l'utilisation, les policies, etc. Et les bottlenecks. Et je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la partie bottleneck, parce que c'est très, très spécifique à GCP. Mais avant de rentrer là, le plus intéressant, c'est de voir les policies. Donc on a fait notre configuration, maintenant on va essayer de configurer nos backups. Et on a ici là deux types de policies, la policy VM et la policy Cloud SQL. C'est à peu près la même chose des deux côtés.
Je vais éditer et on va voir que côté source, on va définir quel projet nous souhaitons sauvegarder, quel compte nous allons utiliser, quelle région et enfin quelles ressources. Donc si on va dans ressources, on voit qu'on peut sélectionner soit des instances, soit des labels. Moi je vais vous recommander d'être sur des labels tout simplement pour pouvoir automatiser et industrialiser les sauvegardes. Ensuite, en termes de target, on va pouvoir choisir de sauvegarder et quel repository par défaut va être utilisé pour stocker les sauvegardes. Également, on peut choisir d'activer l'archive tiers. Et c'est au moment du scheduling qu'on va être capable d'éditer donc des policies daily, weekly, monthly. Et c'est important quand on configure ces différentes policies de choisir quel repository. Et notamment, si on veut faire de l'archive tiers pour tout ce qui va être monthly, par exemple, et ben c'est important précédemment dans les targets d'activer ici Enable Backup Archiving et de choisir notre archive tiers. D'accord. Les labels, c'est spécifique à GCP. Ça permet d'aller choisir des labels from source 10 to 10 target et de choisir si on assigne ou pas les labels lors des sauvegardes. Dans les settings, on va retrouver deux choses. On va retrouver la capacité de retry automatiquement, notamment si jamais il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ça arrive, des accès qui ne sont pas disponibles à un instant T, et également de vérifier les CRC et les blocs avec du health check de façon schedulée. La partie cost estimation, j'en parlais tout à l'heure, c'est la possibilité à la fin de notre policy de voir à peu près combien ça va nous coûter pour nous donner une première estimation. Et dans la partie predefined assumption, il faut faire attention, on a vraiment les hypothèses qui vont être définies pour cette sauvegarde, pour cette assumption. Donc 3% de taux de changement, c'est OK, une compression de 50%, c'est très bien. Et ce qui est vraiment important à prendre en compte, c'est l'utilisation disque. On est sur une utilisation disque de 70% dans les hypothèses. Donc si votre client ou si vous avez des machines qui font 1 Tera, mais qui sont utilisées à peine à 20%, et bien vous allez avoir une estimation qui va être beaucoup plus forte que la réalité. Donc il faut le prendre en compte, ce sera peut-être le worst case scénario. Donc on va pouvoir tout de suite voir le coût des snapshots, le coût des backups, le coût du trafic, le coût des transactions. Donc on voit que là on va faire que du snapshot, ça n'a vraiment pas beaucoup de coûts dans notre policy, mais au moins vous avez le détail de tout ce que vous souhaitez faire en fonction de la policy que vous allez faire si jamais vous trouvez que c'est déconnant ou non. Une fois que c'est fait, ici dans notre beau dashboard, on va retrouver ici les instances qui sont concernées, l'état des différents snapshots, dans notre cas c'est que du snap, et ensuite si on va dans Protected Data, on va retrouver les différentes machines qui sont sauvegardées, par quelle policy, quel restore point, et la capacité de faire trois choses. La restauration de l'instance complète, la restauration d'un disque ou du file level recovery pour la partie fichier. On doit avoir la même chose ici sur la Cortex Cloud SQL avec la restauration d'une base ou la restauration d'une instance complète. Voilà pour la partie présentation, on va dire, de l'interface du produit. Je vais revenir sur mon slide et on va juste continuer avec les dernières nouveautés de la version 3, je crois, de Vim Backup pour GCP. MySQL Backup et Recovery, donc voilà, on l'a vu, hein, c'est la capacité de sauvegarder les instances SQL de Vim Backup avec Vim Backup pour GCP. C'est du role-based access control, donc ça veut dire que l'appliance, on va pouvoir définir différents types de rôles, et donc ça c'est intéressant, on va avoir le portail administrateur, d'accord, qui va faire les configs, mais on peut avoir aussi le portail opérateur qui va juste manager l'infrastructure, et ensuite le restore opérateur qui va uniquement faire les restaurations. Donc ça permet de déléguer un peu mieux les différents rôles, donc du role-based access control, hein, assez simple pour commencer. Ensuite, dans les nouveautés, on a le Configuration Backup and Restore. Donc notre appliance, on est bien content, on a tout configuré. On va être capable de sauvegarder cette configuration, d'accord, et de la scheduler pour ensuite, si jamais on a un problème avec l'appliance, un problème de défaut sur la région du projet, etc., on va être capable de récupérer cette configuration qui serait stockée dans un bucket et ensuite de la restaurer directement sur une nouvelle appliance pour la retrouver toute configurée. Donc voilà, et on peut même faire des backups de façon manuelle entre différentes modifications. Très intéressant, dans le dashboard, on avait une partie overview de bottleneck, donc de goulot d'étranglement. C'est vraiment des considérations très spécifiques à GCP qu'il faut connaître. Donc c'est détaillé dans la documentation, mais je vais vous faire juste un petit tour. On a le worker time. Le worker time, ça indique si jamais ça met trop de temps à démarrer les workers. Et ça c'est possible si jamais en fait sur GCP il y a un système de CPU quota et surtout de persistance disque quota. On va avoir un certain nombre de CPU disponibles et un certain nombre de disques disponibles. Donc c'est important déjà de savoir que son appliance, il faut qu'elle soit bien sizée. Une appliance, je crois que par défaut c'est 2 cœurs et 4 Go de RAM, ça permet de traiter 100 machines. Et il faut rajouter 2 cœurs et 2 CPU, c'est écrit dans le Best Practice Guide, par 100 machines qu'on veut sauvegarder. Ça c'est la première chose. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 25 machines par policy.
Ça, c'est une deuxième chose. Et on a un système donc de persistance disque qui sont définis au niveau du projet et au niveau de la région. Et donc potentiellement, il faut faire attention que les policies ne s'overlappent pas et il faut faire attention d'avoir suffisamment de quotas sur la région. La deuxième chose, c'est vraiment ce région de disque quota. Pour chaque machine, pour chaque worker qu'on va démarrer, on va rajouter un disque de 4 Tera. Juste le temps de démarrer le worker pour que la machine, en fait, plus elle a de disques, plus elle va avoir de performance réseau. C'est une contrainte côté GCP. Et donc, si on n'a pas suffisamment de disques quota disponibles par rapport au nombre de workers qu'on veut démarrer dans la région, voilà, il faut augmenter ce quota. Et je crois que ça se fait directement sur le portail ou via une demande de service. Et pour finir, c'est le memory size. Voilà, c'est assez simple, hein, on en parlait tout à l'heure. Faire attention à ce que la planète soit bien sizée, s'il y a beaucoup de policies qui tournent en même temps. Et donc rajouter de la mémoire. On a vu de base c'est 2 et 4, on peut passer à 4.12, 4.15, etc. Donc voilà pour la partie backup de GCP, c'est vraiment la version 3 du produit, alors qu'on a vu qu'Azure c'est 4 et AWS c'est 5, donc ça suit progressivement les évolutions. Ça dépend aussi des API disponibles sur la partie GCP. Et donc on va pouvoir, via une interface centralisée, monitorer et backuper l'intégralité des hyperscalers. Ça c'est vraiment important de ne pas avoir de vendeur lock-in. Donc si jamais on utilisait une solution native, qui n'est pas dingue de toute façon sur Google, on serait bloqué dans Google. Et ça, je pense pas que ce soit intéressant. Mais également, on serait limité en termes de fonctionnalité. Et là, c'est vraiment la possibilité de gérer un scénario hybride de portabilité, de sauvegarde multi-cloud, de restauration multi-cloud. Voilà, on en a fini pour GCP. Merci, c'est la fin de cette série de 3 vidéos sur la sauvegarde des clouds publics avec les appliances Vim. J'espère que ça vous a plu et je ferai une vidéo certainement spécifique sur la Vim Service Provider Console version 7 avec justement sa gestion des appliances pour compléter. Merci beaucoup et à bientôt, je l'espère.